regardes le futur, est-ce que tu peux m'expliquer justement ce que tu fais comme métier? Alors, j'ai un métier très particulier, je suis futuriste. Et ouais. Voilà, comme on a un petit peu discuté tous les deux. Aux États-Unis, c'est très courant, en Europe, pas vraiment. Je pense que quand je dis futuriste, la moitié des gens me regardent avec un air en se disant est-ce qu'il se fout de moi ou pas, tu sais. Basiquement, je scanne tout ce qui se passe en termes d'innovation à travers la planète et on intègre à ça des notions sociales, toutes les variables qui peuvent modifier, on va dire, les grands enjeux. Et on essaye d'en tirer des conséquences sur le comportement des consommateurs, la stratégie des entreprises, la société en règle générale, en anticipant les 10, 15 prochaines années en fonction des marchés, en fonction des choses. Je pense que certaines personnes, par leur métier, en fonction des métiers et des marchés, ont un niveau d'information et de compréhension des grands enjeux long terme qui est différent de la masse. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus intelligents, c'est juste que parce qu'ils ont l'information, tu sais, l'information c'est le pouvoir, ils sont capables d'avancer par rapport à ça. Et je considère que quand on a ce niveau d'information et qu'on comprend ce qui est en train d'avancer, on a un devoir social d'interagir, on a un devoir social d'expliquer pour essayer de prendre des options qui soient des options positives pour l'humanité et non pas des options égocentriques simplement pour un écosystème, pour moi, ou ce genre de choses. Mais ce sentiment d'accélération, toi aussi, c'est quelque chose que tu perçois? Alors, je vais te répondre à cette question de deux manières. Le sentiment d'accélération, il est massif, exponentiel depuis 20 ans. Donc, on est en plein paradoxe entre, d'un côté, un rythme du quotidien qui s'accélère, avec des demandes sur le quotidien de chaque intervenant, que ce soit au niveau politique, personnel ou autre. On est noyé par le jour. Et parallèlement à ça, une obligation de prendre de la hauteur, parce que les enjeux, les impacts sont tellement importants et peuvent faire tomber des marchés, peuvent faire tomber aussi bien des entreprises que des sociétés. Et donc, il y a un trou dans la raquette, qui est un trou dans la raquette que des personnes comme moi, par mon entreprise, mais d'autres aussi, essayent de combler de manière à pouvoir avancer là-dessus. Ça, c'est ma première réponse. Ma seconde réponse est liée cette fois-ci plutôt à une notion beaucoup plus philosophique. Avec l'accélération des technologies qui rapprochent toute personne à travers la planète et qui fait qu'aujourd'hui, on est capable d'envoyer n'importe quoi à l'autre bout de la planète, on a dans la société en règle générale un appauvrissement de la pensée. Parce que qui dit augmentation de la vitesse de la communication dit que maintenant on communique pour ne rien dire. Et donc cet appauvrissement global fait qu'il y a des nécessités d'une certaine manière d'avoir de nouveau des penseurs. Je ne me considère pas comme tel, mais c'est-à-dire des gens dont le métier, c'est bien de prendre de la hauteur et de poser des questions globales, au-delà des aspects liés à l'économie, à la société, des questions globales sur est-ce que parce que l'on peut faire technologiquement quelque chose, on a le droit de le faire? Est-ce que la ligne entre le bien et le mal, qui est la ligne très judéo-chrétienne imposée par principalement l'Occident, est cohérente dans un environnement global où tu as des civilisations ou des peuples qui n'ont pas la même ligne. Et on ne peut pas considérer que l'un est meilleur que l'autre, c'est juste une question d'histoire. Cependant, tout ça, hier, impactait des générations à 100 ans, 200 ans, 300 ans. Aujourd'hui, ça impacte nos générations. C'est-à-dire que les enjeux sont des enjeux globaux tellement importants qu'il est important de les expliquer. Ça, c'est la deuxième réponse. Les deux sont la cause de mon travail et du pourquoi je fais ça. L'articulation entre la technologie, l'humain et l'éthique. Aujourd'hui, en 2017, quand tu regardes ces... alors, ce n'est pas trois univers, mais on va dire que c'est trois paramètres ou paradigmes. Qu'est-ce que tu vois aujourd'hui? On a, depuis le début du 19e siècle, la première révolution industrielle, des lignes de fracture au niveau mondial, qui sont des lignes de fracture qu'on appelle, d'un point de vue très, j'aime bien, très diplomatique, le nord et le sud, les pays riches, les pays pauvres. On a une deuxième ligne de fracture qui a été ouverte avec l'Internet et l'accès de ces technologies, donc depuis en gros une trentaine d'années, entre ceux qui ont accès à l'information et ceux qui n'ont pas accès à l'information, et qui est une ligne de fracture extrêmement nette. Et puis tu as une troisième ligne de fracture, qui est une ligne de fracture en train d'être ouverte
de plus en plus entre ceux qui vont avoir accès ou ceux qui ont accès à la technologie et ceux qui n'auront pas accès à la technologie. En 2017, sur le plan technologique, on a des technologies aujourd'hui qui sont en train d'arriver à des niveaux de maturité et des enjeux dans les années à venir qui sont titanesques. L'enjeu, il est que, si tu parles à 2050, on va avoir des technologies qui vont nous permettre d'augmenter d'une certaine manière nos capacités, qui vont permettre de solutionner une multitude de maux qu'on peut avoir aujourd'hui. On n'est pas capable de trouver des solutions sur une multitude, par exemple, de maladies. L'intelligence artificielle, d'une certaine manière, va nous permettre de trouver des solutions et d'accélérer ces solutions par rapport à des peuples entiers, par rapport à des choses sur la maladie, l'écologie, etc. Cependant, pour la première fois de notre histoire, on est confronté à moins de 50 ans à des enjeux qui sont des enjeux qui n'ont rien à voir, même si c'est extrêmement malheureux ce qui se passe, qui n'ont rien à voir avec les querelles tribales qu'on peut voir aujourd'hui à travers la planète. On est devenu puissant comme des dieux. Or, toute puissance nécessite par définition une contrepartie. Et la contrepartie, c'est la capacité d'avoir conscience de ça et donc d'avoir des responsabilités. Or, je ne suis pas persuadé qu'on ait conscience des enjeux et des conséquences long terme de la puissance que l'on a. On a cet éveil, mais qui reste quand même dans des strates qui ne sont pas celles de l'individu lambda et des politiques aussi, sans doute. Alors, les politiques, on va les évacuer, parce que les politiques sont en général avec une vision qui dépasse rarement les 3 jours. Je vais juste mettre un bémol à ce que je viens de dire, qui est en Suède et en Corée du Sud. Ils ont créé, et ça c'est quelque chose qui est très très intéressant, un ministère du futur. Un ministère du futur dont l'objectif c'est de traiter les enjeux sur leur société, long terme, donc à 10, 15, 20 ans, de tout ce qui est en train de se passer. On aurait réellement besoin d'avoir ce genre de choses, et ça c'est une idée politique extrêmement innovatrice. On n'a pas du tout la même problématique avec l'intelligence artificielle qu'avec l'arme nucléaire. L'arme nucléaire nécessite de l'uranium, qui est une valeur rare, traquée à travers la planète. Donc même si c'est très très puissant, on n'a pas vu, on a rarement vu des problématiques liées à des groupuscules prendre contrôle de ce genre de choses. L'intelligence artificielle n'a rien à voir. C'est de l'eau et du sable. Pourquoi? Parce que derrière ça, c'est des puces électroniques. Des puces électroniques, c'est de l'eau et du sable. La technologie en elle-même est en open source pour la majorité. Ce sont des choses qui existent à travers la planète. On dépense plus d'argent dans l'intelligence artificielle. Depuis 2010, 2011, on voit des pics, notamment en 2012, sur tout ce qui est investissement, des fonds d'investissement dans le domaine, où on parle de milliards. C'est absolument fou. Et personne ne contrôle ça, en termes d'éthique. J'ai donné une interview il y a 2 ans où j'ai signifié que l'arme nucléaire du 21e siècle serait l'intelligence artificielle. Il y a 3 semaines, Poutine a donné un talk en face de comité scientifique russe, expliquant de manière extrêmement pragmatique que la nation qui leaderait l'intelligence artificielle leaderait le monde sur le 21e siècle. On a des investissements massifs qui sont faits en Chine, en Israël, en Russie bien entendu, aux États-Unis, et puis à droite à gauche d'un point de vue militaire. Et on a des entreprises qui sont les GAFA et les équivalents liés aux Chinois et aux Russes qui investissent, mais tu n'as même pas idée des sommes investies. Est-ce que ça veut dire qu'à l'horizon 2050, la partie, elle est déjà perdue? Non, justement, c'est là où je veux en venir. C'est-à-dire qu'on n'a pas de contrôle et il est cohérent qu'il y ait, d'un point de vue global, une espèce d'instance qui coordonne ce qui va se passer. Pourquoi? Parce que si on perd le contrôle, d'une manière ou d'une autre, c'est un scénario qui est un scénario possible, on a un énorme problème. L'intelligence artificielle, c'est un outil, c'est comme les armes. Donc on peut le faire en positif comme en négatif. On va avoir des technologies d'intelligence artificielle globale qui vont nous permettre réellement de révolutionner la société en positif comme en négatif. Cependant, ça va créer un
troisième gouffre dont je t'ai parlé, une troisième ligne de fracture liée à la technologie. Et derrière ça, on va avoir un problème qui est un problème lié à l'humanité. Pourquoi? Parce que nous sommes, même si tu as des gars qui vont te dire, dans une compétition mondiale entre les uns et les autres. Tu as des pays qui considèrent que cette compétition est une compétition où il faut utiliser tous les outils à disposition. La technologie fait partie de ces outils-là. À 2050, on va avoir des technologies qui vont nous permettre d'augmenter nos capacités humaines. On a d'un point de vue biologique énormément de technologies qui nous permettent et qui vont nous permettre très rapidement de remplacer les organes de notre corps qui tombent les uns et les autres en fonction de maladies, en fonction de vieillesse. Quasiment la moitié des jeunes aujourd'hui dans les sociétés occidentales vivront jusqu'à 150 ans. À 2050, on va avoir une augmentation de l'espèce d'une manière ou d'une autre. Pourquoi? Parce que même si nous on se pose des questions, on va avoir la technologie qui, pour certaines personnes, certaines civilisations, qui auront accès à la technologie, qui auront l'argent, qui auront les lois, enfin, bref, ce mix-là, vont faire le nécessaire pour que on ait des capacités intellectuelles et physiques augmentées. Ça, c'est la solution d'Elon Musk et d'une certaine manière très américaine, d'accord, très pragmatique. Parallèlement à ça, on a la solution dite plutôt chinoise. Aujourd'hui, ils considèrent, il y a des études qui ont été faites, que s'ils ont accès à des technologies qui permettent d'augmenter leurs enfants, en termes de capacité, ils les utiliseront pour que leurs enfants aient plus d'outils et de chances sur la compétition mondiale. C'est-à-dire que tu vas avoir des civilisations entières qui vont utiliser des technologies génétiques de manière à pouvoir avoir de la sélection génétique pour augmenter d'une manière ou d'une autre les capacités humaines. Donc, on va avoir un monde à 2050 qui est un monde où on va avoir... Une nouvelle fracture, en fait. J'irai même plus loin, une nouvelle espèce. Parce qu'on va avoir, soit technologiquement, soit génétiquement, soit le mix des deux, la capacité, au lieu de choisir si tu vas être blonde, si tu as un garçon ou une fille, comme on le fait aujourd'hui, tes capacités cérébrales, tes capacités de vue, tes capacités physiques, enfin une multitude de choses. Or ça, d'un point de vue historique, ça s'appelle un changement d'espèce. Ben oui. Alors justement, en 2050, en suivant le cheminement de ta pensée, qu'est-ce qu'il restera d'humain en nous? La problématique va plus loin. Est-ce que le fait qu'on a eu des mutations génétiques a fait de nous des choses moins humaines? Je ne crois pas. On peut se demander, de manière réelle, qu'est-ce qu'il va se passer entre des hommes qui auront des capacités augmentées par la technologie, par la biologie, par le mix des deux, on s'en fout, c'est pas tellement là le problème, et le reste de l'humanité. Et donc, comment ça va se passer? Ça, c'est une première problématique. Et la deuxième problématique est une problématique, encore une fois, éthique. Est-ce que parce que l'on peut faire ce genre de choses, on en a le droit? Parallèlement à ça, on a des enjeux environnementaux qui aujourd'hui sont même pas traités au millième de ce qu'ils devraient être traités. Stephen Hopkins a donné une brillante conférence il y a quelques mois, qui est une réminiscence d'autres conférences, sur le futur de l'humanité, où il a considéré que si on continuait sur la voie qui est la nôtre, sur le plan technologique et sur le plan du traitement de l'environnement, on serait sur un schéma où l'homme n'existerait plus sur Terre dans 100 ans. Le souci que l'on a, et c'est pour ça que je fais mon job, il est que on sera touché nous. Tes enfants, moi j'en ai pas, en tout cas pas à ma connaissance, mais de mon côté c'est pareil, et je le vivrai. C'est-à-dire c'est des choses que l'on va vivre à quelques décennies. C'est la première fois que ça nous arrive, et ça touche notre existence en tant qu'espèce. Est-ce que tu penses concrètement que d'ici 2050, peut émerger, alors je ne sais pas si c'est un espace de gouvernance internationale qui soit à la fois, je ne sais pas, philosophique, éthique, pour justement que ces questions elles soient partagées à une échelle internationale et pouvoir au moins se donner les moyens de partager une réflexion sur un chemin à prendre ou choisir un autre? Alors, j'espère, mais j'espère que ce ne sera pas des politiques. Une agora mondiale. Je pense qu'il y a une réelle nécessité à avoir une gouvernance mondiale sur des sujets qui sont ces sujets-là et avoir des réflexions par rapport à ça. Je pense que parallèlement à ça, il y a une réelle nécessité à retrouver des penseurs
Au même titre que les philosophes du temps des Lumières ont permis l'émergence des démocraties, des républiques, même si je ne suis pas persuadé que ce soit le meilleur des régimes, mais ça c'est une autre histoire quand on voit ce qui s'y passe à travers la planète, mais qui ont permis une réflexion réelle sur ce que l'on est, sur notre conscience, ce que l'on peut faire, etc., même si c'était un autre temps. On a la même nécessité d'avoir une réflexion mondiale de questions qui soient posées et qui prennent en compte les différences de positionnement, des lignes de fracture entre le bien et le mal, qui sont des différences de positionnement normales en fonction de civilisations qui n'ont pas la même histoire, le même rapport à l'humain et à la société. Et en même temps, je pense que l'homme est profondément immature. Pourquoi? Parce que le pouvoir, l'argent a toujours drivé la totalité des décisions. Allez, choquons un petit peu. La religion, d'une certaine manière, même si pour une multitude de personnes, il y a quelque chose de pur derrière, a toujours été un outil de manipulation de masse des grandes masses, des grandes foules. La politique reste toujours, on a quand même eu très très peu d'hommes politiques, dignes de ce nom. Or, on n'a jamais eu autant besoin d'une maturité globale, et je pense de manière réelle que la maturité globale peut venir aussi d'une certaine manière par la société. Mon métier est aussi un métier, je t'avais donné un parallèle avec ma vision des choses. Le logo de mon entreprise est un colibri. Pourquoi? Parce que dans des histoires anciennes, on a cette histoire du colibri qui, au cœur d'une forêt en feu, va à l'inverse de la totalité des animaux qui fuient le brasier, au cœur du brasier, et quand les animaux lui disent « mais tu vas mourir, pourquoi tu vas là-bas ?» Le colibri dit « je vais là-bas pour mettre ma goutte d'eau, j'aurai fait ma part ». Du travail, à chacun de faire sa part en fonction de son niveau, et chacun a, il n'y a pas de meilleur ou de moins bien, on peut tous travailler là-dessus. Voilà, on revient au terme de responsabilité. Exactement, et c'est là où à mon avis la responsabilité peut venir d'une certaine manière par une frange de la population mondiale, prenant conscience des enjeux et à son petit niveau, faisant le tam-tam pour changer les choses à son petit niveau, par les enfants, par pas mal de choses, avec des initiatives, etc. L'avenir n'est ni rose ni noir. Toutes les options sont sur la table et elles ne seront pas sur la table pendant des décennies. Et donc, tant que les options sont sur la table, il faut être capable d'expliquer inlassablement, en fonction de son niveau, et d'avoir des actions qui sont des actions non plus uniquement liées à ton écosystème, mais des actions qui intègrent aussi des notions beaucoup plus globales de civilisation et de civisme. Or, le civisme est quelque chose d'une grande rareté aujourd'hui, et donc, par définition, il est important d'éduquer, 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 d'éduquer. Et le deuxième point, tu as deux choix. Tu as trois choix. Le premier, c'est la logique de l'autruche. Te mettre la tête dans le trou. Tu as la deuxième chose qui est de te dire, c'est mort. Bah écoute, tu es au 4e étage, vas-y, saute maintenant. C'est quoi l'intérêt d'attendre si tu considères que c'est mort? Et tu as le dernier point qui considère que on est quand même encore des enfants de certains mythes, dont le mythe de la boîte de Pandore, et c'est jamais perdu. Et donc il faut se battre de manière à faire changer les choses, faire évoluer les choses, tant qu'on peut les faire évoluer. Et si on perd la bataille de l'évolution, eh bien on rentrera dans la bataille du combat pour faire que les choses... jusqu'à ce que les choses soient... Moi j'ai choisi ça. C'est ma manière de voir les choses et ma position dans la société, mon enjeu, ma vision des choses, ma passion, ma vibration, mon ADN fait que j'ai décidé de consacrer ma vie à ça et d'en faire aussi derrière une économie, un écosystème parce que j'ai besoin de vivre comme tout le monde et de payer mes factures. Mais l'enjeu, il est là. Je fais ce job pour changer d'une certaine manière la société. Très bien, ben merci beaucoup à toi. Merci beaucoup, c'est cool.